Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Maître Manjolo Pépin Guillaume. Bonjour Maître. Bonjour. Il faut dire que vous êtes avocat. Dans votre écriture, vous êtes plus spécialiste en essai, vous êtes essayiste. Et puis la spécialité, c'est la philosophie politique. Effectivement, oui. Oui, donc je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter par rapport à cette brève non, présentation. c'est parfait, ça correspond exactement à ce que au tableau qu'on peut procéder de moi, au profil qu'on peut procéder de moi, c'est quasiment ça, oui. Et la première question, c'est que il y a un ouvrage que vous avez publié, ou que vous allez devoir publier, et s'intitule Dans le ventre du désespoir, petite philosophie entre amis. Est-ce qu'on peut avoir comme ça, de manière laconique, quelle en est la substance? Oui. Dans les ventes de désespoir, c'est un projet qui vient de voir maintenant son aboutissement, qui date de 3-4 ans, facilement. C'est-à-dire que j'ai travaillé de manière parallèle, alors que j'ai finalisé certains documents, notamment l'homme et la structure, qui n'est toujours pas prêt pour la sortie, parce qu'il y a encore à pouvoir peaufiner. Et parallèlement à ça, j'ai travaillé sur notre outil, qui est celui-là, ce texte-là, qui est Dans les ventres du désespoir, petite philosophique entre amis. C'est assez intimiste parce que c'est un peu de moi, un peu de tout, un peu de l'approche de l'humain dans sa partie la plus sombre, la plus difficile à atteindre. Dans ce que Nietzsche appelle la recherche vers l'intérieur. Donc c'est un peu ça, j'essaie de travailler là-dessus tout. C'est-à-dire c'est moins un essai qui est un développement philosophique personnel. C'est-à-dire si ça avait été un essai, j'aurais pu faire énormément des références à d'autres auteurs et tout ça, mais bon, je me suis limité à pouvoir être dans le cheminement de la présentation de mes 2 maîtres que j'ai en termes à la fois de l'écriture et de la philosophie, qui est d'un côté Nietzsche pour la philosophie et de l'autre côté Dostoïevski pour l'écriture. Donc c'est un peu ça. L'idée globale, c'est aller vers l'intérieur de l'homme, aller à l'intérieur de l'homme pour essayer de comprendre qui il est exactement. La recherche vers l'intérieur. Il faut dire que vous chérissez tant Nietzsche, on doit le dire, mais en quoi il vous captive? Parce qu'il a été souvent critiqué, il a été vraiment au crible des critiques de pas mal de penseurs. Le texte d'être proche du nazisme, on a taxé même ses pensées d'être hitlériennes. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet homme? Donc, c'est vrai que les gens ramassent toi et n'importe quoi, on brasse un peu tout, on mélange un peu tout. Nietzsche est avant Hitler, il n'est pas après Hitler. Donc Nietzsche n'accompagne pas Hitler, Nietzsche précède largement Hitler. Vous, lorsque Hitler écrit en 1918 qu'il publie Mein Kampf, Mein Kampf ne reprend presque rien de Nietzsche. Mein Kampf reprend Arthur de Gobineau pour pouvoir présenter l'inégalité des races. C'est pas Nietzsche, ça n'a rien à voir avec Nietzsche. Mais par contre, il y a un mouvement nazi qui a considéré que la volonté de puissance et les surhommes étaient des outils nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre leur pensée d'être supérieur par rapport à toutes les autres races. Ça, c'est une conception. Alors que Nietzsche, c'est pas son approche. Son approche, c'est le dépassement de l'homme lui-même. Chaque homme sur la terre pourrait se dépasser. En mettant de côté Dieu, puisqu'il a déclaré même la mort de Dieu. Oui, mais la croyance en Dieu dépend d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, on est 6 milliards d'êtres humains sur la planète, et on ne croit pas à la cosmogonie de la même façon. C'est-à-dire que chacun croit à la cosmogonie à sa façon. Nous, on a intégré les mécanismes judéo-chrétiens par la force des choses. On l'a imposé, c'était pas notre cosmogonie. Donc, si aujourd'hui nous sommes devenus les porte-étendards du christianisme éventuellement, c'est pas parce que tout simplement nous avons été façonnés, soumis dans un premier temps, façonnés, organisés dans ces cadres-là. Mais ce n'est pas notre religion primordiale. C'est-à-dire, Nietzsche peut croire en rien du tout, mais au départ, c'est quand même un gars très croyant, c'est le fils d'un pasteur, il a fait une évolution dans les cadres, de la croyance biblique, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre qu'effectivement, c'était un frein pour un certain nombre d'actes qu'un être humain doit poser. Mais en fait, c'est quand on met des côtés Dieu, on met des côtés certaines valeurs qui vous permettent un peu d'émerger, s'il n'y a plus de repères. Oui, mais croyez-vous que... de compte, se demande, on croit justement à quoi?
Croyez-vous que Nietzsche n'a pas eu des valeurs? Les valeurs, c'est quoi? C'est-à-dire que la morale chrétienne est censée être la valeur absolue? Non. Je ne pense pas. Faire du bien, ça c'est normalement c'est la conception même de la gestion de la société. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend la notion de la liberté et ses limites, on fait du bien obligatoirement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entamer la liberté d'autrui parce qu'on a peur que la sienne aussi soit entamée. Donc par conséquent, il ne faut pas, c'est pas par rapport à la Bible, par rapport à quoi que ce soit. C'est tout simplement une approche sociétale. Comment on vit en société? Pourquoi on vit en société? Que devons-nous faire pour mieux vivre en société? Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est un paramètre qui explique les choses de la même façon ou d'une manière un peu plus structurée, mais humainement, l'homme, qui est un prédateur naturel, on ne peut les réfréner qu'en le faisant comprendre effectivement s'il enfreint la liberté d'autrui, donc la sienne aussi sera compromise. Voilà. Et ça, ce sont les valeurs réelles, universelles, qui n'appellent pas forcément un passage où, les circuits moraux chrétiens. C'est ça. Donc il faut qu'on puisse mettre dans la confusion. Le fait que quelqu'un dise je ne crois pas en Dieu, c'est un problème pour les Africains globalement, ceux qui sont croyants, purement croyants, qui s'accrochent au christianisme et au judéo-christianisme, mais ce qui n'est pas la réalité sur la planète. Et prenons l'exemple des Chinois aujourd'hui, nous sommes en train de les aduler. Ils ne croient pas en Jésus. Mais ils sont là. Nous sommes avec eux, ils travaillent, ils avancent, ils nous aident aujourd'hui. Et quel est le problème? Sont-ils moins bien que nous au motif qu'eux ne croient parce qu'ils ne croient pas en Jésus? Non. Les Japonais, idem, c'est-à-dire tout à partir. En fait, il y a plus des gens qui ne croient pas dans ces circuits-là, qui ont d'autres circuits à eux. Voilà. C'est-à-dire l'atteinte de la divinité ou de l'au-delà passe par plusieurs circuits, pas forcément les vôtres. Donc vous ne pouvez pas venir, et c'est ce que Nietzsche dénonce, avec les dictats partant du principe que c'est la seule voie, c'est celle-là. Non. Chacun a sa voie. Si vous croyez en ça, tant mieux. Il y a ceux qui croient en l'islam, c'est-à-dire au mécanisme apporté par Mohamed. Il y a d'autres qui sont plutôt dans l'approche bouddhique et tout ça, ainsi de suite. Et puis voilà, il y a l'apéro des Zaraostres au niveau de la Perse qui a développé énormément de mécanismes en termes de croyances, de organisation de la société, tout ça, qui aussi a existé. Donc on ne peut pas comme ça dire, voilà, ça c'est l'unique voie. Non, c'est l'unique voie pour vous, mais pas pour toute la planète. Donc, est-ce qu'il y a eu comme ça une évolution par rapport à sa pensée, une évolution dans la perception de sa vision philosophique? Parce qu'il faut dire qu'on l'a taxé un peu de tout, hein, qu'il a été frappé par la folie, tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il a fini par être compris après sa mort? Ah oui, mais Nietzsche aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle de la philosophie, on dit de Platon à Nietzsche. On s'arrête là. Ça, c'est le sommet de la philosophie. Pourquoi aujourd'hui les gens font des thèses et des thèses sur un texte seulement? Ecce Homo, il y a plusieurs thèses à l'université, des doctorats sur Ecce Homo, il y a plusieurs thèses sur Par-delà le bien et le mal. Donc les gens font des thèses. Nietzsche aujourd'hui, c'est une œuvre monumentale en philosophie. Mais qu'un artiste ou qu'un philosophe puisse avoir un peu, soit un peu insaisissable. Il écrivait ses ouvrages en état second, tout ça. Il faut voir les résultats. À part Ecce Homo, donc vers la fin, il y a un peu une perturbation mentale, parce que bon, il a la syphilis, et puis par la suite, ça conduit à la perturbation mentale et tout ça. Mais néanmoins, quand on voit les écrits de Nietzsche, c'est d'une puissance absolue. Aujourd'hui, on ne peut pas les contester, c'est une recherche approfondie. Nietzsche, au départ, c'est un philologue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va chercher les écrits anciens pour analyser, pour les comprendre. C'est quelqu'un qui est professeur d'université à 25 ans, à Bâle. À 25 ans, il est professeur d'université en philologie. C'est un intellectuel abouti, raffiné, qui lit tout, et qui lit tous les grands depuis très longtemps. On en a combien aujourd'hui? Il n'y en a presque pas. Et à l'époque en plus. Et qui voyage énormément. C'est-à-dire que c'est un praticien qui va sur le terrain, qui regarde les matériaux sur place, qui les malaxe, en sort quelque chose. Nietzsche ne dit pas on m'a dit que. Nietzsche va voir, il vérifie. Et vérifie avec les anciens, les nouveaux et tout ça, il tire des conclusions. J'ai par exemple connu un auteur qui s'appelle Taine. Taine, on ne le connaît pas, c'est un Français. Très grand philologue. Mais il n'est pas connu, c'est par Nietzsche que j'ai connu ça. J'ai partagé avec Nietzsche Dostoïevski, par exemple. Nietzsche, dans ses écrits, dans sa littérature et sa correspondance, il revient tout le temps sur Dostoïevski. Cette puissance de l'écriture. Dostoïevski aussi finit presque mal, parce que c'est un joueur, il est épileptique et tout ça, mais il y a une puissance de l'écriture extraordinaire. Donc voilà. Chacun sa tare. Hein. Ah, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que des gens qui ont un talent fou puissent avoir des défaillances corporelles et tout ça. Ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas faire autrement. On ne cherche pas l'homme parfait. Voilà. Nietzsche n'est pas à la recherche de l'homme parfait. Or, le nazisme cherche l'homme parfait, pur. L'arien pur. C'est pas la recherche de Nietzsche. Nietzsche dit... Qui pourra dominer sur les autres êtres. Exactement. Alors, mais puisque c'est pas honorant,
que de demeurer éternellement disciple. C'est pas honorer son maître que de demeurer éternellement disciple. Qu'est-ce que vous faites pour dépasser votre maître à travers cet ouvrage dans le ventre du désespoir? Non, je ne peux pas avoir cette prétention de dépasser Nietzsche à travers dans le ventre du désespoir. Nietzsche, c'est toute une œuvre monumentale. Il y a des écrits incommensurables, des recherches poussées. Donc ça n'a rien à voir. Nietzsche n'est pas dans cette... Non, je ne suis pas dans cette option-là. J'essaie d'apprendre et de rechercher les mécanismes pour appliquer à ma société. Comment je peux appliquer les principes nietzschéens, les principes d'écriture de Dostoïevski, les principes notamment des Hobbes ou des Locke, et tous les auteurs que je connais et tout ça, les principes comment il s'appelle encore, j'ai oublié, Oswald Spengler. C'est un Allemand, et lui fait plutôt la littérature politique pure. C'est d'une beauté aussi absolue. C'est-à-dire, je suis plus pour l'école allemande, Weimar et tout ça. Et quand je vois tous ces auteurs-là, qui sont plus globalement allemands, à part bien sûr Nietzsche, et plutôt Dostoïevski qui est russe, quand je vois toutes ces écoles-là, mais qui est dans aussi une option plutôt littéraire, mais une littérature très panoramique comme ça, de l'évaluation de la société, de la structuration de la société. Et justement, vous voulez appliquer les principes nietzschéens sur l'état sociétal. Mais en fait, quel est l'état de lieu de la société que vous faites pour appliquer enfin on a une difficulté, d'ailleurs, on a commencé par ça, en ce qui vous concerne. Vous me dites, Nietzsche ne croit pas en Dieu et par conséquent, Nietzsche n'est pas bien. Et vous, c'est ça les raccourcis. C'est pas ça du tout, on ne peut pas dire ça. On dit croyez en vous-même, croyez à la terre, croyez en ceux qui ne peuvent pas vous mentir, vous tromper. Et par la suite, déterminez par vous-même quelle serait la règle applicable à la société et la règle applicable à vous-même. Et vous comprendrez en ce moment-là, sans faire du mal aux autres. C'est ça les principes qui gouvernent un peu les activités et la pensée de Nietzsche. Ne m'imposez pas une morale qui est la vôtre. La morale, c'est juste la morale des autres, pas la morale personnelle. Alors, essayez de développer votre propre morale, mais en observant les règles qui font que vous ne poussez pas faire du mal aux autres. Donc, maintenant, on revient en RDC, qui a une philosophie très intense, très ancienne, très élaborée, mais non transmise. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas des gens qui essaient de pouvoir travailler là-dessus, des chercheurs qui font ce travail-là. Il n'y a pas de laboratoire de philosophie aujourd'hui en RDC capable d'aller chercher dans telle tribu, dans telle contrée, dans tel ancien royaume ou ancien empire, pouvoir, qu'est-ce qu'il faut récupérer exactement, de sorte de dire, voilà, ça c'est le corpus philosophique de la RDC. Il n'y en a pas. C'est ça la grande difficulté. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de voir un peu, par rapport aux principes philosophiques dégagés par les anciens, à la fois la période grecque antique, et en arrivant jusqu'à Nietzsche, qu'est-ce que je peux utiliser comme mécanisme pour appliquer à notre société, pour aller récupérer dans les scories de l'histoire congolaise les éléments nécessaires me permettant de vous dire, voilà, dorénavant, en RDC, eu égard à ces scories ici, c'est-à-dire nos matières premières en ce qui concerne la philosophie bantou, ici, voilà comment est-ce qu'on peut mettre ça en musique à travers ces outils ici. Comme par exemple, on prendrait du coltan pour en faire un téléphone, je prendrai la philosophie des bases. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Vous savez, sur base de la philosophie, on tire les droits, on tire un certain nombre de paramètres de la vie. C'est cette sagesse-là, en fait, qu'on est en train de rechercher. Comment est-ce qu'on peut vivre en société? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que telle règle soit applicable? Il faut chercher la sagesse de cette règle. Faire la synthèse entre plusieurs possibilités et garder la ligne médiane. C'est ça qui est recherché. Vous pensez être compris par la société une fois que cet ouvrage sera à la portée de tout le monde? Vous pensez être compris? Parce qu'il faut dire que même Nietzsche lui-même n'est pas compris. Moins encore, on ne l'est pas assez. Il n'y avait pas une politique culturelle mise sur pied pouvant aider les gens à accéder aux ouvrages. Là encore, il y a un problème en amont. Pensez que publier un essai de telle ampleur, vous allez être compris? C'est-à-dire que... Quel travail faut-il faire en amont pour baliser le chemin? Oui, c'est un travail de longue haleine. Il y a plusieurs personnes qui doivent participer. En fait, une société qui bouge, c'est une société qui doit lire, écrire et lire en permanence. Écrire tout et n'importe quoi, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure que les gens prennent connaissance de tout ça, on commence à affiner, on dit non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et ainsi de suite et tout ça. Et au plus on écrit, au plus on parle, et sur papier, pas par les mots, parce que sortons un peu du verbiage et du verbal, rentrons dans l'ère de l'écriture. Il faut figer les éléments sur papier, absolument. Et ça permet de pouvoir rappeler l'histoire en permanence et corriger l'histoire. Si on arrive à faire ça, si par ma modeste contribution, j'ai fait en sorte que les jeunes gens qui vont regarder, qui vont suivre, qui vont lire, se mettent aussi, comment dire, à écrire leurs petites pensées,
la pensée de leur petite contrée, de leur petite ethnie, de leur petit coin, de leur petit territoire et tout ça, ça sera déjà ça des faits. D'ici 50 ans, 100 ans, c'est pas pour moi, j'écris pour la postérité. J'écris pas pour pouvoir avoir des honneurs actuels. Il n'y a aucun intérêt par rapport à ça. Je suis un humain passager, mais tout simplement, si je peux laisser une petite trace dans l'histoire. Je n'ai pas connu Nietzsche. Aucun d'entre nous n'a connu Nietzsche. Aujourd'hui, on parle de Nietzsche parce qu'il a écrit. On peut dire ce qu'on veut. Il a écrit. Il a beaucoup écrit. Il a dit, il a analysé. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes tellement éloquent que je m'emballe un peu. On a tendance à prolonger l'émission, mais les minutes s'égrènent. On va devoir se quitter. Une fois encore de plus, merci Maître d'avoir répondu à cette émission. Très prochainement, on va assister à un autre numéro. Au revoir.